Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Médien TV pour Cannes+, votre quotidienne consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. À mes côtés, on est acolyte, cette fois de toujours, ça fait depuis l'année dernière, depuis le 20 décembre, qu'elle est à côté de moi. Basile, bonjour. Bonjour Anas et bonjour à nos téléspectateurs. Merci de nous retrouver tous les jours pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce mémorable. Alors aujourd'hui, pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir dans notre plateau Saïd Hamda, vous êtes journaliste sportif, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. L'élégance à la marocaine, j'aime beaucoup. Il a fallu que je fasse un petit clin d'œil, j'étais obligé. Magnifique. Et à vos côtés, un nouveau de la chaîne, parce que Saïd, dont vous connaissez déjà, on vous accueillait à distance sur les antennes de Médien TV. Alexandre Jacquin, journaliste RMC Sport. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité, ravi d'être là. Avec grand plaisir. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on passe directement au flash de la CAN. La publication du prochain classement FIFA devrait réjouir les Marocains. Selon les projections actuelles, basées sur les résultats enregistrés pendant la CAN, les Lions de l'Atlas seraient classés 8e mondiaux, soit le meilleur rang atteint par la sélection nationale. Le Maroc, actuellement 11e, profiterait d'un gain estimé à plus de 11 points suite à sa victoire contre le Cameroun par 2-0. Un tel résultat propulserait le Maroc 8e rang mondial devant la Belgique ou encore l'Allemagne. Le classement FIFA sera publié le 19 janvier, soit juste après la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis le président de la Fédération sénégalaise de football a adressé ses vifs remerciements au président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Qjar. Abdoulaye Fall met en avant l'appui précieux et l'accueil exceptionnel réservé aux membres de la délégation des Lions de la Teranga, conduite par le président de l'Assemblée nationale sénégalaise lors du match contre le Mali. Le responsable sénégalais a profité de cette occasion pour féliciter chaleureusement son homologue pour la qualification de la sélection nationale pour les demi-finales de la compétition. Et pour rappel, le Sénégal affronte l'Égypte le mercredi 14 janvier à 18h au Grand Stade de Tanger en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et si le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et l'Égypte sont en demi-finale de la CAN, 5 ballons d'or africains sont réunis sur la même scène. Les 4 demi-finales de cette compétition représentent l'élite du football africain. Achraf Hakimi, Ademola Lookman, Victor Osimhen, Sadio Mané ou Mohamed Salah disputent ces demi-finales. À eux 5, ces 5 joueurs se sont partagés les 7 derniers ballons d'or africains avec Sadio Mané et Mohamed Salah sacrés chacun à 2 reprises, confirmant ainsi le caractère historique de ce prestigieux dernier carré. Et pour finir, la Fédération algérienne de football a officiellement déposé un recours auprès de la CAF à la suite de son élimination en quart de finale par le Nigeria. En ligne de mire, l'arbitrage du Sénégalais Rissassi, vivement contesté par les joueurs et dirigeants algériens. La FAF évoque plusieurs points jugés problématiques, à savoir un pénalty considéré comme évident et non sifflé en faveur de l'Algérie, ainsi que 6 cartons jaunes estimés excessifs. Les chances de voir la CAF donner une suite favorable à ce recours apparaissent minces. L'arbitrage de cette CAN a certes suscité de nombreuses polémiques, mais dans ce cas précis, il est difficile d'y voir la cause principale de l'élimination algérienne. Et c'était l'essentiel de l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec le Conseil. Le Conseil de Cannes+, qu'est-ce que c'est? Alors, on est désormais après les quarts de finale de la compétition, 4 quarts de finale qui se sont disputés. On va faire un petit bilan de ces quarts de finale, à commencer par les matchs et voir quelles sont les équipes qui nous ont déçus, qui nous ont impressionnés durant ce tournoi. Et je vais commencer par vous demander de prendre vos petites ardoises juste devant vous et de me demander, parce que je ne parlerai pas tout seul, de donner la meilleure équipe, en tout cas l'équipe qui vous a impressionné dans ces quarts de finale, selon les matchs bien entendu que vous avez vus. Je vous laisse écrire. Et ensuite, j'ai pas la suite de la phrase. Voilà. Je pense qu'on va être pas mal d'accord. Nigeria pour Saïd, Nigeria pour Alexandre et Maroc pour Noura. Ouais, moi, c'est le Maroc qui m'a impressionné. Non, il faut mettre la pression sur l'adversaire, t'as pas compris la stratégie. Non, allez-y. Il y a déjà 3 sur 1, on ne va pas tous avoir la même réponse. Allez-y. Non, pourquoi le Nigeria? Déjà, quand on voit le match face à l'Algérie,
On a vu que c'était une équipe impressionnante, que ce soit défensivement, au milieu de terrain ou même offensivement. Lookman, Osimhen, ça fonctionne très bien, même si parfois ils se chamaillent parce que tous les deux sont des attaquants avec un appétit de buteur et donc ils ont tout le temps envie de faire la différence. Mais le milieu de terrain aussi avec Ndidi qui sera suspendu, alhamdoulilah, donc ça on a beaucoup de chance. Mais Ndidi et Iwobi, ce sont vraiment des joueurs assez exceptionnels. À eux deux, moi je me suis amusé à regarder ce matin, ils ont plus de 600 matchs en première ligue, rien qu'à eux deux. Donc on voit à quel point ce sont des joueurs talentueux, des joueurs d'expérience et des joueurs qui auraient pu faire très mal. Donc l'absence d'Ndidi va faire une énorme différence par rapport au match face au Maroc, puisqu'il y aura une bataille du milieu de terrain avec El Ainaoui de notre côté, et sans Ndidi, ça va être difficile pour eux parce qu'ils ont un bon banc de touche, mais ce n'est pas équivalent. Donc je pense qu'on a un petit avantage comparatif là-dessus, plus le fait de jouer à domicile devant notre public. Mais c'est vrai que le Nigeria, quand j'ai vu la prestation face à l'Algérie, ça m'a fait penser à la prestation du Maroc face au Cameroun. C'était une équipe oppressante, une équipe vraiment, on sentait qu'elle maîtrisait totalement son match, qu'il n'y avait pas besoin d'appuyer pour faire le résultat. Donc pour l'instant, je mets le Nigeria en ligne de mire. Je me méfie beaucoup. Alors Alexandre, pour compléter peut-être ce qu'a dit Saïd. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Saïd, mais en fait, moi, j'ai mis le Nigeria dans le côté qui m'a impressionné parce que le Maroc, je les attendais à un bon niveau. Le Nigeria, je ne m'attendais pas forcément à les voir aussi performants à ce stade de la compétition. Ils s'étaient ratés sur les qualifications à la Coupe du Monde. J'avais un peu de doute par rapport à cette équipe et honnêtement, la prestation contre l'Algérie, c'est vrai qu'on était au stade. Physiquement, collectivement, tactiquement, enfin, ils les ont noyés complètement. Et c'est vrai que cette équipe, elle a beaucoup de joueurs qui ont évolué en Première Ligue ou qui évoluent. Et on sent que dans l'impact physique, c'est quand même d'une qualité supérieure, avec 2 attaquants, voire 3 qui sont en très grande forme. Enfin, ils ont très peu de points faibles en réalité. Et le Maroc, je ne les ai pas mis parce qu'ils m'ont impressionné contre le Cameroun, mais en réalité, je les attends à ce niveau. C'était plus le début de compétition qui m'avait laissé un peu sur ma faim. Pour moi, le Maroc est à sa place quand il réalise ce genre de performance contre le Cameroun. Donc le Nigeria, voilà, c'est pour ça que je les ai choisis. Anas, Attention, après 2 analyses sur le Nigeria, je pense que j'ai pas trop de choses à rajouter. Alors moi, justement, ils m'ont impressionné parce qu'on les attendait, comme vous venez de le dire Alexandre, mais ils avaient fait un début de compétition assez faible. On les attendait à un meilleur niveau. Donc pour moi, ils ont évolué, ils ont montré leur vrai jeu. Donc on sent en fait une remise en question un peu de ces joueurs. Ils ont voulu montrer leur meilleur jeu. Et c'est également parce qu'il y avait une pression énorme, une pression sociale où tout le peuple marocain les attendait. Donc ils ont répondu présent. Donc pour moi, ils m'ont quand même impressionné. C'est vrai qu'on attend beaucoup plus. Comme vous le savez, on connaît un peu le jeu, le meilleur jeu que puisse présenter cette équipe marocaine. Et justement, ils l'ont fait. Donc pour moi, ça reste quand même se sacrifier, faire un peu plus d'efforts pour calmer un peu ces inquiétudes et ces craintes qu'a le peuple marocain sur son équipe nationale. Est-ce qu'on peut parler un peu, on va aller un peu dans l'oxymore, une déception, une équipe qui vous a un peu déçu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, justement en quart de finale. Déçu. Ah, mais si, quand même. Ouais, si. Une surprise. L'écart, ouais, allez. Cameroun. Ah ouais J'ai pas eu de place pour Ah mettre oui, le c'est N. vrai. Alors pour vous dire, Anas avait prévu que le Cameroun passait en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui. Et donc il est complètement déçu. Dites-moi. Je suis Ouais, il est déçu même je suis un peu déçu. Oui, parce que j'avais deux visions. La première, c'était que alors juste ici à la caméra. chacun a sa Voilà, exactement, caméra. Côte d'Ivoire, parfait. Par rapport au Cameroun, moi j'avais deux visions. J'avais que le Maroc pouvait avoir du mal face au Cameroun et que le Cameroun allait en demi-finale minimum. Parce que le truc de la sélection qui est dans l'ombre, personne ne l'attend et finalement. Dans le jeu, ils sont tombés face, je pense, comme l'a dit Regragui, le plus grand Maroc depuis 3 ans, depuis la Coupe du Monde, depuis la première mi-temps face au Brésil. Voilà, déçus de ce qu'ils ont fait. Après, on peut pas nier que c'est une sélection qui n'est pas vraiment expérimentée football africain. Pour beaucoup de joueurs dans cette sélection, c'est leur première Coupe d'Afrique des Nations. Donc forcément, en plus, il y a des cadres qui ne sont pas là. Aboubacar, Onana, Zambo Anguissa sur blessure. Et peut-être que toute la pression qu'il y avait autour de Brian Mbeumo, Carlos Baleba, elle a été un peu effacée par le match incroyable réalisé par la sélection marocaine. J'aurais bien aimé voir un peu plus de la part du Cameroun dans cette compétition. Malheureusement, ils sont tombés face à des lions. De toute façon, Samuel Eto'o a promis que ces lions indomptables allaient faire de meilleurs résultats pour la prochaine CAN. Donc on les attend pour la prochaine CAN. Après, il faut rappeler que le Cameroun, au début de la compétition, ils étaient dans un tel marasme au niveau de leur fédé, de leur organisation,
qu'à la limite, arriver contre le Maroc en quart et ne pas non plus prendre une valise, le Maroc est clairement au-dessus. Et c'était l'objectif Et de tu Pagou, vois, hein. Ils l'ont dit finalement, vous l'objectif voyez. c'était au moins, même si d'aller le plus loin possible, Oui. mais au moins le quart de finale, c'est au moins un Voilà. objectif. Je pense Ils que sont de toute réussis façon, leur pour bilan, David il ne sera Pagou. pas totalement négatif. Mm. C'est même encourageant pour eux, je pense, pour la suite des événements. Mais sur le quart, je comprends qu'ils ont été surpassés par le Maroc, effectivement. On va rester avec vous. L'Algérie, bon après moi j'ai choisi l'Algérie parce que quand on me demande la déception, je me dis sur ce quart qu'est-ce que j'attendais des équipes en fait. Effectivement le Nigeria était supérieur, je l'ai pensé supérieur, ça s'est vite prouvé. Par contre dans des proportions, dans de telles proportions, j'imaginais pas. Je pensais que l'Algérie, ne serait-ce que sur leur fierté, leur tempérament, ils allaient amener un peu de révolte, un peu de rébellion. Et en fait ce qui m'a déçu c'est de voir que même sur cet aspect-là du jeu, il n'y a rien eu quoi. Ils ont subi, ils ont trouvé aucune solution mentale, morale, au-delà même de la tactique ou de la technique. Et c'est vraiment ça ma grosse déception à la limite parce que les autres, je trouve que les matchs ont été soit la Côte d'Ivoire-Égypte assez serrés au final, le score 3-2, le Cameroun comme on vient de se le dire. Et puis après, bon, le Mali était clairement outsider contre le Sénégal et à 10 contre 11, ils ont mieux que résisté. Donc pour moi, l'Algérie, sur la prestation globale, j'étais très déçu par rapport surtout au début de compète qui était encourageant, qui avait fait naître même un vent peut-être d'euphorie autour excessif, j'imagine. Mais par contre, on ne peut pas se permettre une telle mentalité dans un quart de finale. Je trouve que c'était très Surtout décevant. après la victoire contre le Congo. Donc ils avaient repris confiance et on pensait qu'ils allaient Mais oui. présenter un meilleur niveau, mais finalement. Et ils n'ont pas du tout Face à un surfé sur ce Nigeria, vent d'euphorie. absolument, oui. Du bout de Boulbina à la 119e, je me suis dit ça va créer quelque chose et en fait pas du tout. Peut-être que le Donc, Nigeria était plus fort aussi. ils étaient clairement plus forts. Voilà. Mais des fois, on a déjà vu des équipes fortes se faire même bousculer, voire sortir, Absolument. parce qu'il y a un état d'esprit guerrier qui se met en place, une sorte de cohésion de groupe que j'ai pas du tout vu sur ce match. Donc d'où ma déception. Saïd, Moi, je parlais de la Côte d'Ivoire, mais je partage l'analyse d'Alex sur l'Algérie. Peut-être qu'ils ont eu peur d'aller en demi-finale quand ils ont vu le match face au Cameroun. Ils se sont dit finalement que quart de finale, c'était un beau parcours. Bon, je l'ai taquiné un petit peu, mais l'Algérie finalement a rempli ses objectifs. Moi, je me souviens avant le début de la compétition, en parlant avec pas mal d'Algériens, ils n'étaient même pas sûrs de sortir des phases de poule avec Petkovic, avec notamment Zerou qui au milieu de terrain qui ne fait pas l'unanimité. Au final, ce qui les a peut-être un peu piégés aussi, c'est que l'adversité en phase de poule était assez faible. Donc on a vu un grand Algérie, mais face à des petits poussés. Donc on a peut-être surévalué cette équipe. Et moi, face au match, notamment contre le Congo, j'ai vu quand même les limites de l'Algérie, même s'ils ont gagné de manière vaillante. Ouais. J'ai quand même compris que, en termes de créativité, de bloc compact, c'était quand même assez limité. J'en attendais un peu mieux aussi face au Nigeria, mais le Nigeria aurait pu jouer jusqu'aujourd'hui, que l'Algérie n'aurait jamais remporté ce match-là. Donc ils sont allés au bout des choses pour moi, un peu comme le Cameroun. Ils ont changé de sélectionneur quelques jours avant le début de la compétition. Donc en fait, pour moi, ils ont atteint leur plafond, ces équipes-là. Ce qui est un peu moins le cas de la Côte d'Ivoire pour faire la transition, parce que la Côte d'Ivoire reste quand même le champion en titre. Je m'attendais à mieux de leur part. Ils étaient dans des conditions plutôt favorables parce qu'ils ont toujours joué sur le même terrain. Emers Faé a fait des choix forts. Il n'a pas pris Nicolas Pepe, qui est pourtant extrêmement performant avec son club de Villarreal. Donc moi, je me disais quand même que la Côte d'Ivoire était capable d'amener quelque chose. Il y avait Amad Diallo qui a apporté vraiment sa touche offensive. Et l'Égypte, c'était un bon test pour eux, mais ce n'était pas un test insurmontable. J'estime que le champion en titre devait au moins atteindre le dernier carré. Donc ça m'a fait un petit peu... Ça m'a gêné quelque peu de ne pas les voir atteindre ce dernier carré parce que je pense qu'ils avaient leur place et que si le match était à rejouer, ils auraient pu faire un score différent. C'est là où je choisis la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils avaient la place de le faire, contrairement à l'Algérie ou au Cameroun où ils sont tombés sur beaucoup plus fort. Je pense que la Côte d'Ivoire avait moyen et ils ne l'ont pas fait. Ouais, surtout qu'en plus, il y a toujours cette malédiction du tenant du titre qui est un peu sur ces équipes-là. Noah, la même chose sur la Côte d'Ivoire. Oui, absolument. La Côte d'Ivoire, on les attendait. Ils sont tenants du titre. Donc... moi, je trouve que face au match contre l'Égypte, c'est là où on les a vus un peu. On pensait qu'ils allaient montrer un bon visage, mais finalement, ces Égyptiens les ont battus mentalement, on peut le dire. L'Égypte sont très forts mentalement. Et quelques erreurs de défense. Donc, ils sont pris déjà 3 buts en première mi-temps. Mohamed Salah a amplifié un peu, a accentué et a scellé le sort de cette rencontre. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas répondu présente pour cette compétition. Et Emers Faé l'a bien dit, même s'il a critiqué un peu ces Égyptiens. Oui, il a un peu critiqué les Égyptiens et a dénoncé un peu leur habitude de jouer un peu dans l'anti-jeu, de se... Il a utilisé le verbe pleurnicher. Il a tellement dit des choses. À 200% son analyse sur on a subi ça en 2021, en 2017. L'Égypte est le pire adversaire de l'histoire de la CAN. Je suis très content qu'on ne puisse pas les rencontrer avant la finale. Et je fais un petit message au peuple sénégalais.
sortez-les s'il vous plaît, le plus vite possible. Parce que l'Égypte est l'équipe la plus difficile à jouer de C'est la vrai que CAN. sur le papier, Et surtout que tu as ouais, Mohamed raison. Salah qui veut prendre sa CAN. Riyad Mahrez l'a pris avec l'Algérie, Sadio Mané l'a pris avec le Sénégal. Il manque que lui. Et bien nous, on sera là pour gâcher la fête, je l'espère. Et c'est vrai que sur le papier, disons que si on espère tous une qualification du Maroc, le Sénégal paraît être l'équipe la plus forte, mais je pense que le match le plus dur sera l'Égypte. Ouais, Faut ouais, se le clairement, dire tout de c'est suite. ça. Oui, oui, oui. L'Égypte, ça sera la finale hyper galère à gérer. Le Sénégal, ça va jouer au foot, donc ça sera un beau match de foot. Avec l'Égypte, je ne suis pas certain que ce sera un beau match de foot. C'est un duel de tête. Peut-être pas de contact en tout Alors on cas. va passer peut-être au meilleur joueur de cette compétition. Dans ces quarts de finale. Oui, celui Dans qui ce vous a le quart de plus finale. marqué, peut-être, par des... Ah si, quand même. Allez. moi aussi. Peut-être avoir le même. Hein. Moi, j'arrête pas d'écrire Diaz, alors que tout le monde oui, me dit moi maintenant c'est Brahim. Donc, Moi, je crois que je moi, vais j'écris je crois que je vais Brahim écrire Brahim. Je vais rajouter un petit J'ai Sibrahim. failli écrire Sibrahim. C'est vrai. J'ai hésité vraiment. Je vais rajouter mon Sibrahim. Pour changer. Allez, voilà, comme ça on a tous un petit. Ah, un petit tous, on est texte de unanime. guerre. Ah ouais On l'aime Même- tous. Non, non, on a Ah, tous on a écrit Ena, différemment. Du coup. Avec un cœur, Avec un Brahim. cœur, en Allez-y, plus, Saïd. magnifique. Non, Brahim Diaz, honnêtement, moi, au début de la compétition, il y a des archives qui existent sur Internet, je disais que Brahim, ça allait être sa canne. Je ne le voyais pas dans un rôle de buteur, mais plutôt dans un rôle de passeur, donc je disais qu'il serait meilleur passeur. C'est là où je me suis un petit peu trompé, puisqu'il a ce rôle de buteur. Mais Brahim Diaz, pour moi, n'est pas une surprise in fine, parce que c'est un joueur de grand talent, il joue au Real Madrid, et comme dirait Kylian Mbappé, la qualité ne s'achète pas à Carrefour. Pour jouer au Real Madrid, il faut vraiment être un top player. Et je pense qu'il avait besoin de cette confiance dans cet effectif, d'avoir ce rôle-là, et Regragui a su lui faire comprendre que l'équipe du Maroc passait aussi par lui, notamment offensivement. On parle, c'est vrai, énormément d'Achraf Hakimi, qui est un super joueur footballistiquement parlant et aussi sur le plan moral et mental, puisque depuis qu'il est là, on sent une équipe beaucoup plus en confiance. Et Brahim, il avait aussi besoin d'avoir ce rôle-là de leader technique qui lui manquait et qu'il avait déjà eu avec la sélection. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas surpris. C'est que lors des premières sélections de Brahim, je crois qu'il marque 6 ou 7 buts sur ses 10 premières sélections. Il est en folie, il est vraiment incroyable. Et ensuite, il a eu cette petite traversée du désert. Et là, il revient avec la CAN et j'ai l'impression qu'il se sent investi d'une mission. Il sait que c'est une CAN à la maison, très attendue par le public. Et techniquement, il apporte tout ce qu'il faut. Donc, au-delà des buts qu'il marque, parce qu'il arrive souvent à marquer sur des petits exploits individuels, mais c'est surtout sur l'ensemble de son match. Il défend, il fait le pressing. Absolument. Et quand ses coéquipiers voient que la star de l'équipe, le numéro 10 du Real Madrid, fait les efforts, ça donne envie à tout le monde de faire les efforts. Et donc, c'est là où moi, je le vois vraiment très bon. Et d'ailleurs, quand il sort en général à la 70e, à la 80e ou à la 85e, il sort avec des crampes, il arrive à peine à marcher. Et c'est là où on sait qu'on a un Brahim à 200%. Donc moi, je respecte beaucoup ce qu'il apporte. Et comme je le dis souvent, c'est peut-être pas en termes de niveau, mais en termes d'apport, c'est l'équivalent du Messi marocain. Avec ses petits appuis, ses petites courses, il va chercher énormément de fautes. Donc les adversaires prennent des cartons jaunes, ils ne défendent plus de la même manière. Un Messi qui défend même. Un Messi qui défend, parce que c'est vrai que Messi marche. C'est peut-être le différentiel de niveau qui l'oblige à défendre, malheureusement, mais en tout cas, il a cette aura offensive. Et donc aujourd'hui, on a deux leaders, on a Brahim devant et on a Hakimi derrière. Et c'est peut-être le duo complémentaire qui va nous permettre d'aller chercher la vraie coupe. On la prépare pour le 18 janvier. Même Alexandre. moi sur Brahim Diaz, vous voulez ajouter? Oui, bah moi par contre, contrairement à Saïd, je ne m'attendais pas du tout à avoir un Brahim Diaz à ce niveau-là sur cette CAN, tout simplement parce que je trouvais qu'il manquait de rythme avec le Real. Je me suis dit que dans une compétition avec autant de pression à domicile, l'intensité des matchs, je me demandais si ça allait être jouable pour lui de faire tous ces efforts. Et honnêtement, il me bluffe, même par son attitude, comme disait Saïd, son leadership, les efforts continus, répétés, même dans les matchs où le Maroc a été le moins en vue, le moins bien rodé, il a toujours trouvé une solution, que ce soit par un dribble, par un geste. Je me suis dit, en le regardant, je fais, mais en fait, c'est le leader de cette équipe et j'avais pas imaginé ça comme ça, de cette ampleur-là, avant la compétition. Bon, évidemment, les buts qui rassurent tout le monde, qui permettent de tranquilliser quand même quasiment tout le pays, on ne les néglige pas, mais l'apport global de Brahim Diaz dans cette équipe du Maroc, il est colossal. Pour moi, c'est le MVP de la compétition pour l'instant. Si le Maroc va au bout, je ne serais pas surpris que ce soit lui, le meilleur joueur de la CAN. Et pour quelqu'un qui a si peu de temps de jeu dans son club, même si c'est le Real Madrid, évidemment, ça change la donne d'être au Real Madrid, parce que les entraînements du Real Madrid, ça équivaut probablement à pas mal de matchs d'autres championnats. Bien sûr. Mais le fait est que ça ne remplace pas le rythme de la compétition. Et là, quand je le vois comme ça, comme dit Saïd, il sort, il est perclus de crampes, il a tout donné.
c'est admirable. Et C'est son honnêtement, manque de rythme au Real Madrid aussi qui fait ça. C'est-à-dire que le problème, Il c'est a une qu'il enchaîne beaucoup de motivation matchs. à ce niveau-là. Bien sûr, oui, mais je ne pensais pas qu'il Madrid. serait capable d'enchaîner tous ces matchs avec autant de minutes et autant d'intensité, justement parce qu'il jouait peu. Donc très, très, très agréablement surpris par Brahim Diaz. Et je pense que le Maroc avec lui et sans lui, ce n'est pas le même Maroc, tout simplement. Alors, c'est vrai que vous avez tout dit à peu près. Moi, la seule chose que je vais ajouter, en fait, et qui en dit long sur son état d'esprit, c'est sa célébration contre le Cameroun quand il a sorti, brandi le maillot de Ounahi. Ça veut dire tellement long, ça veut dire qu'il soutient cette équipe, il veut bien faire, il est bien intégré au sein de cette équipe et il a un rôle de leader. Donc ça, c'était une très belle image qui pour moi, est une des plus belles images de cette Coupe d'Afrique des Nations. Anas, pour finir, Ainaoui, c'est vrai qu'il est formidable. Je donnais la ce Ainaoui, joueur. déjà, pour ne pas faire comme tout le monde. Comme d'habitude. Je suis quelqu'un de différent, je fais du hand. Non, c'est vrai que c'est le beau match, les beaux matchs de Naïl Ainaoui qui pouvait être homme du match à chaque rencontre. Déjà, lors du premier match, lorsque c'est Brahim qui est homme du match, Naïl Ainaoui peut le remporter parce qu'au milieu de terrain, son travail est incroyable. Quand il prend la place d'Amrabat à partir du troisième match, si je ne dis pas de bêtises, face à la Zambie, il est tout aussi flamboyant. Contre la Tanzanie, on l'a senti un peu moins en dessous, mais comme toute l'équipe au final, parce que ça veut dire quelque chose de mental qui se jouait. Et là, face au Cameroun, lorsqu'il venait sur les prises à 2, les prises à 3, sur Mbeumo, sur Baleba. Baleba, on l'a quasiment pas vu. Mbeumo avec El Hajj, Noussaïr Mazraoui, là aussi, vraiment des prestations incroyables. On aurait pu donner tellement de noms de la sélection. Je voulais quand même donner Naïl Ainaoui parce que là aussi, c'est une révélation. Parce que Brahim, on connaissait déjà son talent. Naïl Ainaoui, on a un peu moins vu du côté de l'AS Rome tout au long de cette saison. Il continue à montrer qu'il est indispensable du côté de la sélection marocaine. Et c'est pour ça que je voulais lui adresser ce petit mot. On a déjà deux joueurs, vous avez donné Brahim Diaz, on a Naïl El Ainaoui, et je vais commencer à les noter dans un petit 11 type de ces quarts de finale. Donc El Ainaoui, on va faire une sorte de 4-2-3-1, si ça vous va. El Ainaoui, je le mets dans le double pivot. C'est vous le coach. Alors coach, et Brahim Diaz, alors là aussi, bonne question, est-ce qu'on le place en numéro 10 ou on le met en ailier droit? Alors moi, je le préfère en numéro 10, mais sur cette CAN, honnêtement, il n'est pas si souvent dans cette position. Donc il faut voir, est-ce qu'on colle à ce qui se passe à la CAN ou est-ce qu'on donne nos avis personnels on est entre nous. Si on est entre nous, on se note d'équipe. Vous le voyez en 10. On peut le mettre en 10. En 10. On joue en 10. Moi, je fais honneur au numéro qu'il porte. Parce qu'il y a un attaquant droit, moi, que j'aimerais bien placer aussi. Donc c'est pour ça, ça nous arrange. On arrange le coach. Est-ce que déjà, il y a un gardien qui vous a impressionné dans ces quarts de finale ou au contraire, j'ai pas vu de gardien vraiment briller? Moi, j'aurais pu mettre Mpassi s'ils étaient passés là, RDC. Je suis d'accord. C'est un des très bons qui a fait. Pareil. Il a vraiment sauvé son équipe à plusieurs reprises. Tout à fait. Mais je pense qu'on va rester. On aurait pu avoir Hervé Kofi aussi. Hervé Kofi, absolument. Un très bon match aussi face à la Côte d'Ivoire. Mais vu qu'il n'y a personne, mets ton Bounou, non, j'ai envie de te dire. Je sais pas, ce que tu en penses. Je suis en train de réfléchir. Mais j'en vois pas un qui. Chenaoui, peut-être. Il a déjà fait de grands matchs. Chenaoui, tu as raison, allez, c'est vrai. Et Chenaoui, on va commencer ensuite, on va partir avec les défenseurs. Vous voulez commencer avec le droit, les centraux? Latéral droit, Achraf Hakimi. Allez, je le mets à toutes les sauces. Je veux rien savoir. Il n'a pas joué. Et donc il a à joué. gauche, vous mettez qui? Sur le talent, oui, sur le rendement, je suis pas sûr. À gauche, par contre. Mazraoui, vous mettez au Mazraoui sur Mazraoui, je suis d'accord. À gauche, donc à gauche, on met Mazraoui. Hakimi, désolé, c'est mon cœur qui a parlé. On efface cette parenthèse. Si on parle avec le cœur, on va mettre Hakimi directement. Non. À droite, est-ce qu'on ne se mettrait pas Guéladoué? Guéladoué. Je suis tout à fait d'accord. La Côte d'Ivoire, gros match, très gros sa part. Tout à fait. Ensuite, les deux centraux. Central. On met un Agad. Chancel Mbemba. Sur les quarts de finale. Sur les quarts, c'est pas sur l'ensemble de la compétition. C'est pour ça on essaie de. Sur les quarts de finale. Peut-être Basset. Calvin Basset, avec le Nigeria. Il faut obliger au moins de mettre. Parce que si l'Algérie a été aussi mauvaise, c'est parce que le Nigeria a aussi très bien défendu. La première frappe, je crois, même pas cadrée de l'Algérie, c'est genre 80e minute de Bounedjah. Donc c'est que la charnière a été plus que solide. Donc je pense que Basset. Vous voulez qu'on laisse le défenseur central? On va un peu sur les. Mais comment il s'appelle? On peut mettre même la charnière du celui qui marque pour l'Égypte qui fait un gros match. Rami Rabier. Ah bah oui, ça ferait un Égyptien en plus. En plus sur le match, dans les grandes lignes, il a été celui aussi il a participé au fait que les Ivoiriens, s'agacent un peu, s'énervent. Je trouve que c'est aussi ce qui fait la. C'est pas mon football, mais c'est pas mon football non plus, mais bon, tu vois, je suis d'accord avec toi. Saïbari pour le milieu de terrain? Non, pas Saïbari, moi, je suis plus tard. pas Saïbani, convaincu. l'Algérien. Ah, Ben Sebaini. Ouais, il est bon aussi. Mais je il a été pas mal. Je préfère Ben Sebaini. J'aurais préféré moi Ben Sebaini, j'ai trouvé décevant. Je le trouve plus fiable. Le dernier match n'était pas bon. Le dernier match, c'est vrai j'ai trouvé décevant. En quart de finale, c'est vrai.
Sur la compète, Mandy, il est gros outsider quand même pour être dans l'équipe type, je trouve. Il Ouais, a été c'est vrai. parfait, il fait pas de bourde, il tranquillise un peu. Surtout qu'il est un peu sous le feu des critiques ces dernières années, oui. on l'attendait pas Mais forcément, alors, c'était plutôt Ben Sebaini qu'on attendait à fait. performant. Mais ouais, il a pris un rôle de vieux capitaine un peu limite. Je sais pas, moi j'ai aimé. Mais bon, sur ce quart, après, ils se sont tellement fait balader, c'est dur de mettre. C'est dur de le mettre. Non, sinon on aurait pu mettre la charnière complète. La charnière du Nigeria. Du Nigeria, après, ouais. c'est vrai. Bon, attention, on C'est vrai, met Rabia la comme ça défense, fait un Égyptien oui, aussi déjà allez, dans pourquoi cette pas. équipe. Au milieu de terrain, aux côtés de Naïl El Ainaoui, qu'est-ce que vous verrez? Moi je mettrais Ndidi. En vrai, Ndidi, ouais, Ndidi. j'allais dire. Ndidi. C'est le J'ai régulateur. pensé à un autre Nigérian, j'avais pensé à Iwobi. Iwobi. Moi je mettrais Iwobi aussi. Ah, en Iwobi, vrai. C'est moi, vrai je qu'on mettrais, pourrait hein. presque mettre les deux, mais à la limite, Ouais. il faut en faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre option pour voir, tu vois, quel poste on alors, soit Ndidi, soit Iwobi, et on en met un autre. Un autre Nigérian? Ah, vous voulez mettre les deux aussi? Ou un Soit Sénégalais met un aussi, ou hein, l'autre on a en oublié les, fonction des autres les postes, Sénégalais tu vois. aussi, on les a Un petit oubliés. hein. Sénégalais. Là, il nous manque le trio offensif. On n'a aucun Sénégalais pour Et- l'instant. En vérité, si tu veux mettre un Sénégalais, on peut mettre Pape Pape Gueye. Gueye. Pape Gueye, Absolument. ouais. Pape Gueye qui fait Du une coup, très on belle met Ndidi compétition. alors. On enlève Iwobi, on met Ndidi, Pape Gueye. et- Ndidi, à ce moment-là, Brahim, on le passe en attaquant droit. Ok. Ok. Et on pourrait passe faire en ça. 4-3-3 Oui. Ah ouais, c'est pas 4-3-3 classique. Bon, en plus, Allez. c'est fidèle à ce qu'il fait sur le terrain, Brahim, pour le Ah coup, bah plutôt parfait, à droite. on retourne. J'ai vraiment l'impression Mais qu'ils du coup font plus Ndidi que Iwobi, Non, parce que ouais, du coup tu- là comme on l'a mis un peu plus haut sur le terrain, je pense qu'Iwobi. Ouais, Iwobi. Bah, Iwobi pour moi, l'un ou l'autre. Franchement, j'ai aimé les matchs des Allez, on va mettre Iwobi, vous savez Ouais, pourquoi moi aussi, j'ai une Parce préférence que pour Ndidi a pris un carton jaune assez il stupide. sera pas là. Ah ouais, ouais. Donc en vrai, le football est dans les détails. Tout à fait raison. Absolument, Non, mais c'est absolument, c'est vrai, il a Le raison. diable aussi. Oui, Voilà. ça Le diable va aussi quand dans même les plomber détails. un peu le Nigeria. Non, mais t'as raison, c'est très bonne remarque. Donc on va mettre Brahim à droite. à droite. Et on finit avec soit le numéro 9 et l'attaquant gauche. Ça, c'est bon, ça Je va pense de qu'on l'autre peut, côté. Plus, on peut mettre du Lookman Osimhen. Hein. Ouais, Osimhen, faut le mettre, je pense, Oui. c'est sûr. C'est l'homme Ah, clé déjà du Osimhen match. devant. Après, il y a Salah, Mo vous Salah. le mettez pas Si, Mo Salah, moi je le mets. Salah Et aussi. Salah qui joue un peu dans ce poste de numéro Bah, 9 en avec vrai- Marmouche. Donc, En vrai, mais on c'est peut que mettre Osimhen- Osimhen dans l'axe et Salah sur le côté. Ça, Ouais, c'est ce que bah, j'allais te écoutez, dire. moi. Quelle équipe Ouais, Quelle pas équipe mal, ouais. incroyable. Désolé, Ouais, je suis non, un mais ouais. haters de l'Égypte, je ne les calcule pas. On a vu ça. Au final, on en a mis deux. On en a mis deux. Donc on a mis Echena et Ça va, on a Chinaoui. quand même mis Salah et Chinaoui. Après, ils gagnent quand même 3-2 contre le tenant du titre. Non, Enfin, c'est tu très vois, fort ce qu'ils ont proposé, il quand faut même- être honnête, c'est très très fort. Et surtout, l'Égypte, on a souvent râlé parce que pas de spectacle, peu de buts et tout. Là, ils en mettent 3. Enfin, tu vois, Et surtout, Mohamed Salah, on lui a C'est souvent bon reproché de ne pas prendre ses responsabilités Exactement, oui, avec c'est la vrai. sélection. Et aujourd'hui, il les prend, c'est indéniable. Bah, contrairement par exemple à Riyad Mahrez qui est passé complètement à côté, là il fait passe des buts, Bien Salah il pèse sur le match, bon, bah, alors que lui il n'était pas en pleine confiance à Absolument, Liverpool. avec Donc, Liverpool. bon. Absolument. On se fait un petit bilan de l'équipe. Ouais, Qu'est-ce qu'on a allons-y. Alors, on avait Chinaoui comme gardien, Rabia et Bassé comme défenseurs centraux. Latéral droit, on a Guéladoué. Guédoué qui a marqué lors du dernier match. Mzraoui, bien évidemment, le Hajj qui va bloquer tout le côté. On l'attend. Lainaoui ça sera et no Pape Lookman. Gueye au Donc- milieu. Awobi, bien évidemment, en milieu. On a mis Brahim à droite. Absolument. Comme il est droit, et Salah est tout devant en attaquant de pointe Osimhen. Mais en vrai, elle est belle cette Elle est équipe. C'est l'équipe très qui gagne belle, la hein. canne, ça. Je Ouais. vous dis tout de suite, cette équipe-là, elle est très Qui gagne le monde, cette équipe, qui gagne Ouais, toutes, les, ouais, j'aimerais toutes les compétitions. Ah, écoutez, non, je suis très content de, Oui. c'est Le un beau coach travail est d'équipe. satisfait de l'équipe. Coach satisfait, ça va être un match compliqué. C'est vrai que voilà, pour aller chercher la finale, ça va être très dur, mais bon, on a des bons joueurs, on a En tout des cas, bonnes Anas, futur individualités. sélectionneur, vous nous avez Hein prouvé tout votre talent là. Ah, moi je prends. Et Moi, je pense le qu'avec prends, une ce équipe, poste-là. pareille, on ne peut pas avoir d'adversaire de taille. Hein. C'est bon, Non, je ça pense, y est. On peut tout rafler. On est hein. très solide. Ah, là. c'est bon. Eh bien, écoutez, on va passer à une nouvelle partie de notre émission. Et tout de suite, on clôture la première partie de Cannes+. Le focus de Cannes+, on va s'attarder un peu plus sur cette Coupe d'Afrique des Nations, mais en général, l'affluence, comment l'organisation s'est déroulée tout au long de ces dernières semaines. Avant d'en parler avec nos invités sur le plateau, on vous laisse écouter ce sujet de Houda Habib concernant l'affluence record dans les stades au Maroc. La Coupe d'Afrique des Nations organisée actuellement au Maroc a suscité un engouement populaire inédit sur le continent, tant pour les matchs de la sélection hôte que pour les autres rencontres. Les 9 stades répartis dans les 6 villes marocaines, Tanger, Rabat, Marrakech, Casablanca, Agadir et Fès, ont accueilli des foules importantes tout au long de la compétition. Dès la phase de groupe, l'affluence a battu des records historiques. Plus de 729 000 spectateurs ont assisté au premier tour, dépassant déjà la dernière édition en Côte d'Ivoire, qui comptait plus de 640 000 entrées à ce même stade du tournoi.
En quart de finale, l'affluence continue d'augmenter et au total, ce sont plus d'1,1 million personnes présentes dans les stades, selon les derniers chiffres rapportés par la presse marocaine, ce qui représente déjà un record avant les rencontres du dernier carré. Et il pourrait encore augmenter avec les demi-finales, la petite finale et la finale encore à disputer. Cette CAN, on peut le dire, constitue un test grandeur nature pour le Maroc qui co-organisera la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Une fête du football continental qui confirme l'intérêt croissant du public marocain et africain pour l'une des compétitions les plus prestigieuses du monde. Ça va glisser. Plus d'1 million de spectateurs, une influence record à ce stade de la compétition. Vous avez assisté au match, Saïd et Alexandre. Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de l'affluence, de cette ferveur populaire qui attire un peu tous les Marocains vers les stades tous les jours pour ces matchs? C'est vraiment un bel état d'esprit, une belle ambiance qui règne aujourd'hui au Maroc. Oui, on a vu, direct, c'est clairement une ambiance très festive. Tout le monde est ravi d'accueillir la CAN. Les Marocains sont très contents que toutes les nations viennent profiter un petit peu de ces infrastructures qui sont spectaculaires. Pour le coup, même nous en Europe, on a rarement vu des stades de cette qualité, surtout le stade Prince Moulay Abdallah, il est fantastique. Même si vous avez une préférence pour le grand stade de Tanger. Mais j'ai une petite préférence pour le grand stade de Tanger. Elle est très personnelle pour le coup, mais si je suis juste objectif, le stade de Rabat, le grand stade de Rabat, il est exceptionnel. Au niveau de l'éclairage, je pense que même au niveau du monde entier, on a rarement vu une telle qualité. Donc on a senti que les Marocains étaient très heureux de profiter de tout ça. D'ailleurs, ceux qui n'avaient pas de place étaient très déçus. Donc toujours, même moi en tant que journaliste, on me dit mais vous n'avez pas des places, il n'y a pas un petit plan pour en récupérer. On est presque déçus de leur dire désolé, on a notre accréditation, on peut vous faire rentrer, mais non, on sent cette ferveur. Après, on sent une petite différence aussi entre les enceintes ultra modernes et les enceintes qui ont juste été un petit peu rénovées. Il y a un petit décalage parfois en termes de spectacle, quand on rentre dans le stade, d'étonnement ou de côté un peu époustouflant. C'est vrai qu'avec les stades comme le stade Prince Moulay Abdallah, le bruit que vont faire les supporters va vraiment résonner à l'intérieur de l'enceinte. Ah oui. Par exemple, le grand stade de Marrakech qui est ouvert, donc on ne va pas vraiment sentir cette ambiance un peu. Il y a la piste autour qui éloigne un peu les gens des tribunes. Absolument. En fait, ce que les gens ont beaucoup aimé en discutant avec eux, donc le stade aussi Prince Moulay El Hassan où l'Algérie a joué, c'est qu'ils se retrouvaient très proches du terrain, un peu à l'anglaise, dans des infrastructures sublimes. Même le petit stade Al-Barid qui a son charme, que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai un petit coup de cœur pour ce stade, les stades de Rabat. C'est vrai que moi j'ai beaucoup été à Rabat, je suis venu à Tanger, j'ai moins été à Agadir et à Fès, donc ça c'est plus des échos qu'on a pu me faire. Et je pense que le côté époustouflant et spectaculaire, il est plus sur ces stades-là. Après, globalement, d'ailleurs, parfois les gens se posaient la question parce que les enceintes n'étaient pas totalement remplies, mais il faut rappeler que des fois, il y a eu des CAN où c'était totalement vide, en fait. Sûr. Et puis le nombre de spectateurs possibles dans les enceintes fait que même quand c'est rempli aux 3/4, c'est déjà énorme, ça remplit plus qu'un Parc des Princes. Et au final, on a l'impression qu'il y a des tribunes un peu vides, mais c'est parce que c'est le côté un peu colossal de l'enceinte qui fait que c'est pas si simple de remplir non plus jusqu'au ras-bord pour n'importe quelle affiche, mais globalement, oui, on sent une ferveur et une passion des Marocains pour la CAN et le stade. Ce qui est impressionnant dans les stades, en fait, on l'a remarqué même au grand stade de Tanger, on a eu l'occasion de le visiter, ce stade. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, on sait à quel point le stade est rempli quand un but est marqué. C'est là où on entend le bruit, où là on se dit, en fait, il n'est pas vide ce stade, même si on voit plein de loges vides et tout ça, mais c'est vraiment au moment du but où on se rend compte à quel point le stade est rempli et les gens se prononcent à ce moment-là. Saïd, pour vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué pour cette CAN? C'est quand même curieux. Moi, on m'avait juré qu'il n'y avait pas de hype pendant cette CAN. Et aujourd'hui, on m'annonce il y a plus d'1 million de spectateurs qui sont venus assister au match. C'est un record absolu lors de la CAN. Et comme l'a dit si bien Alexandre, c'est que les enceintes sont tellement gigantesques qu'il y a pas mal de trous que moi-même je trouvais un peu agaçant pour le côté visuel parce que tous les jours, Alexandre comme moi, on nous demande si on n'a pas des tickets, comme si on travaillait chez la CAF. Et on aimerait en fait distribuer des millions de tickets à tout le monde et on ne peut pas. Donc il y a ce petit côté frustrant où on voit qu'il y a des petits trous dans le stade qu'on aimerait bien combler parce qu'on sait que ces stades-là, en fait, on peut les remplir x2, x3, tellement les gens ont envie d'aller au stade et c'est très important de le préciser. Maintenant, moi, le stade qui m'a le plus plu, c'est le stade Prince Moulay Hassan parce qu'il y a une très très bonne vue en fait. On a l'impression d'être limite collé aux joueurs. J'avais l'impression que j'étais le coach ou que j'étais remplaçant et que j'allais rentrer à la 37e minute et que j'allais pouvoir marquer un but. Donc vraiment, la configuration de ce stade-là, elle était vraiment sympa.
Maintenant, la plupart des stades du Maroc ont été rénovés aussi en vue de l'ambition de faire la Coupe du Monde 2030. Le seul stade qui était peut-être un petit peu en dessous, c'était celui de Marrakech qui accueillait donc du coup le dernier quart de finale à cause d'un peu des pistes cyclables qui sont Mais énormes. ça a été annoncé, il va être rénové. C'était le dernier match, donc j'ai eu la chance d'y aller une dernière fois et je pourrais voir le contraste, mais tous les stades sont au niveau. Et comme l'a dit Alexandre aussi, c'est que ça remplit des Parcs des Princes. Donc quand on a 40 000, et pas spécialement sur des matchs du Maroc, 40 000 pour des matchs du Sénégal ou pour d'autres affiches, on se rend compte quand même que c'est énorme. Il y a une vraie pression populaire, que ce soit marocaine ou même africaine de manière générale. Même le secrétaire de la CAF le disait il n'y a pas très longtemps dans les médias, et il disait qu'en termes financiers, la CAN n'a jamais été aussi rentable que sur cette CAN-là au Maroc. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Le Maroc est un pays accessible, c'est facile d'y aller quand on veut venir d'Europe, quand on veut venir d'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas énormément d'heures, même si on veut venir d'Asie ou des États-Unis. Donc c'est la CAN du peuple, comme moi je l'appelle, et je suis très content que cette CAN soit suivie. C'est de bon augure pour la Coupe du Monde qui sera encore plus suivie, je le souhaite. Ce qui est impressionnant aussi, c'est la diaspora un peu. On a vu, c'est vraiment la diaspora qui vient de tous les pays, Sénégal, Mali, Algérie, bien évidemment. Même les Ivoiriens étaient là. Donc c'est vraiment, on a senti cette proximité, le fait que le Maroc soit situé près de l'Europe, ça a permis à beaucoup de personnes d'origine marocaine, maghrébine ou subsaharienne de venir au Maroc y assister. Ils ont eu cette chance en fait. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'ils aient tous la chance de voyager, de prendre un long vol jusqu'à Abidjan ou Yamoussoukro. Donc ce n'est pas la même chose. C'était pas les mêmes prix aussi par rapport au billet d'avion. Moi, Abidjan, j'y ne suis pas allé parce que mon compte en banque ne m'a pas permis d'y aller. Le Maroc, bon, j'aurais mis le prix qu'il fallait pour venir, même si ça avait été x2, x3, je serais venu quand même. Mais c'est quand même à noter que le Maroc est quand même, en termes de prix, très accessible. Le Royal Air Maroc a notamment fait pas mal de packaging pour les supporters. Donc, tout a été fait en sorte pour accueillir un maximum de monde, et je pense même que la hype aurait pu être plus grande si cette CAN s'était jouée en été, parce que le climat aussi a fait qu'avec les nombreuses pluies, le froid, et parfois le matin il faisait chaud, le soir il faisait froid, ça empêchait les supporters de célébrer dans la rue comme ils auraient pu le faire dans une CAN, disons, plus classique. On aurait eu un spectacle encore plus incroyable et encore plus émouvant. La pluie a fait que voilà, les gens sont peut-être un peu plus restés dans les cafés ou chez eux. Mais ça, c'est indépendant de notre volonté. Il a plu, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, on n'a même pas vu l'entièreté du potentiel de cette hype de la CAN à cause du climat. Finalement, peut-être que le climat… Pour la diaspora, juste un petit mot. Ce que tu disais, c'est vrai que moi, pour être un média basé à Paris, je croisais énormément, à Paris, on a toutes les communautés du monde, donc d'Afrique notamment, et je croisais énormément de gens qui me disaient mais moi je viens de Paris, je viens de Bordeaux, je viens de Lyon, je viens de Toulouse, et effectivement de toutes les nationalités, et du coup ils étaient hyper présents. Et il faut dire qu'en fait la France a un rapport direct avec le Maroc, où il y a énormément de gens, des diasporas qui viennent en vacances au Maroc, et pas que des Marocains, donc ils connaissent un peu déjà le pays, donc ils ont leurs habitudes. Comme vous ? Comme moi, par exemple, tout à fait. Je viens très régulièrement. J'aime beaucoup le Maroc. C'est une terre très hospitalière. Voilà, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Multiculture, richissime à tous les niveaux pour profiter, pour passer du bon temps ici. C'est un des pays les plus sympas du monde, je pense. Donc du coup, les gens le savent, et se dire qu'en plus ils vont coupler ça avec des matchs de foot, pouvoir passer du temps dans les stades. C'est vrai que la diaspora a répondu présente. Après, la petite contrepartie, je pense aussi malheureusement sur les places, c'est qu'il y a eu beaucoup de marchés noirs sur certains matchs. Et je pense qu'ils justement des gens visaient un public de la diaspora en imaginant qu'ils avaient les moyens de mettre des prix délirants, sauf que les gens n'étaient pas forcément OK avec ça, et qu'au bout d'un moment, on a senti, en discutant avec les uns les autres, que certaines places vides étaient aussi un petit peu… Et c'est pour ça que tout ce qui est Fan ID, etc., e-Visa a été mis en place pour tenter d'éviter ça. Voilà, et d'endiguer le phénomène. Exactement. Mais en tout cas, juste pour dire un truc, parce qu'il faut quand même le rappeler, la qualité de la CAN, elle ne s'achète pas à Carrefour, elle ne s'achète pas à Marjane, elle ne s'achète pas à Takada. Comme ça, on fait la pub pour tout le monde, il n'y a pas de problème. On passe à la dernière partie de cette émission. On passe au prono. Les pronostics de ces demi-finales Sénégal-Égypte, mercredi à 18h au Grand Stade de Tanger. Donc pour vous, chacun, vous allez nous dire qui est le vainqueur de ce match qui va passer en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, selon vous. Parce que hier j'ai donné l'Égypte, mais c'est juste pour contrer le mauvais œil. Bon, cette fois je vais donner mon vrai pronostic. On part sur un 2-1 pour le Sénégal. Ok, parfait. Donc, allez, on y va. J'ai copié personne. Ah ouais. Ah ouais. 1-0 pour le Sénégal. Tir au but Sénégal. Noah.
honneur 2-1. aux dames. Parler de l'Égypte Ouais, qui part en malheureusement, finale. je vois ça encore cette Égypte passer en finale. C'est une Égypte tellement forte. Ce sont des pharaons qui ont des coups de brio parfois et des actions individuelles qui peuvent vraiment tuer l'adversaire, tout comme un état d'esprit, un bloc solide, bien structuré, qui arrive à mettre à mal les équipes adverses. Donc face à cette équipe sénégalaise, même si c'est une équipe sénégalaise qui n'a pas encore montré son vrai visage durant cette compétition, on les a vus un peu sereins. C'est vrai qu'ils vont être mis à mal, je pense, face à cette Égypte qui est déjà beaucoup plus impliquée dans cette CAN, qui est déjà beaucoup plus joueuse. Donc je vois l'Égypte légèrement au-dessus. À vous pour le Sénégal qui veut Vous faites le défendre scénario les du Lions. match, je reviens Allez-y, du futur ouais. et je vous raconte. Allez, On écrit, on écoute, écrit. bon, Allez-y. on attend ça. Hein. Vas-y, Ouverture du score du Sénégal. Ok. Dans les dernières minutes du match, un peu vers la fin, l'Égypte égalise, ça va en prolongation. Prolongation, c'est très serré. On va au tir au but. Mohamed Salah rate son tir au but et détruit totalement la légende. Le rate. Et donc je vous raconte voilà, le drama ultime. Et si ça se passe comme ça, en tout cas, on aura la capsule. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aura des C'est bon lasers du coup sur cette finale, sur cette séance? Je sais comme pas, la je pense que ça dernière va fois être difficile de faire rentrer des Au Maroc, lasers il n'y a pas de dans le laser, c'est stade. ce que j'allais dire. Parce que la C'est que j'ai vu que la sécurité. tu fais bien d'en parler Oui, parce c'est pour ça que je te dis ça. la sécurité est vraiment très à cheval dans les stades pour les supporters. Même Ouais. certains supporters, ils ont voulu faire entrer des micros juste pour faire des séquences avec d'autres supporters. Impossible de faire entrer des micros, impossible de faire entrer des batteries externes. Alors laser, je pense que c'est un peu D'ailleurs, la on nous l'a garde à dit, vue, là. notre rédacteur en chef nous vient de le mentionner, il vient de nous dire laser. Alors, et les lasers, mais Oui, vous faites bien sûr. de le dire. Parce absolument. que cette séance de tir au but avait surpris tout le monde et puis elle était restée célèbre pour tous ces lasers dans les yeux des joueurs, ce qui était absolument scandaleux au final parce que c'était hyper désavantageux. Mais c'est vrai qu'au Maroc, on a vu aussi ça au niveau de la sécurité et du public, qu'il y a beaucoup de gens qui sont très vigilants sur les comportements. Il y a même des drones qui circulent, Ouais. j'étais surpris, Absolument. qui tournent comme ça en permanence. Et très rapidement, il y a eu une histoire avec un individu, je ne sais pas, un spectateur, je ne sais pas qui était, qui a été pris en train de vouloir déstabiliser un joueur avec un laser et ils l'ont tout de suite identifié. J'ai trouvé ça assez bluffant aussi la manière dont c'était géré. Bah, d'ailleurs, Mohamed Salah avait remercié un peu le Maroc pour la sécurité, ou le côté sécuritaire aussi, où ça s'était très bien passé. On va passer. Alors, je vais vous demander cette fois deux choses. Je vais vous demander un score et me donner Et moi, tu m'as pas le demandé, vainqueur. c'est Sénégal 1-0. Oui. C'est- Sénégal. Malheureusement, On n'a alors, pas le temps. j'aurais adoré, mais on n'a pas. Bah, Pas tu sais de quoi, souci. tu On vous parleras, donne. tu parleras de ton. C'est toi qui parleras Allez, du pas de score Maroc, pour le Nigeria. deuxième match. Maroc-Nigeria. Maroc, On y vous va. me donnez Donc, le score. score de Maroc-Nigeria et vous me donnez juste en dessous le nom du vainqueur de la CAN, parce qu'on sait déjà que ça sera l'Égypte en finale. Comme ça, on voit rapidement. Allez, on joue quand même. Et, allez. Un seul nom, hein, un seul mot. Moi, vainqueur de. 2-1 et c'est le Maroc qui gagne. C'est bon, changeons la vie. J'avais dit le Sénégal au début. Tu avais donné 3-2 hier et J'avais je t'avais regardé bizarrement. Hein. C'est bon. Maintenant, c'est un 2-1. D'accord. Le Maroc-Cameroun, moi, Oui, m'a 2-1, c'est convaincu. bon. Moi, Ouais, c'est un bon. Le 2-1, c'est Maroc-Cameroun bon. m'a Pas un convaincu. 3-2, parce qu'un 3-2. Je vous jure, on n'a 2-0. payé personne pour dire Maroc. Ouais. Vraiment, on a payé Non, on confirme. Maroc. On Tout le monde l'espère, donne le hein, Maroc Inch'Allah. gagnant. Ça, le Maroc qui passe, et ça serait le score pour la finale, en fait. C'est ça. Exactement. Ouais, Magnifique. on fait les pronostics pour toute la compétition. Ah, c'est bon. Hein. De toute façon, on nous a dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps, donc on essaie de faire Gagnons du maximum. temps Maroc pour tout. Pour Ouais, toutes les questions. allez-y, c'est Maroc. Maroc. Non mais Maroc, Alexandre, je pense qu'en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, je suis d'accord avec ça. Le Maroc, face au Cameroun, c'est pleinement rassuré en étant à la fois une équipe attendue comme la favorite, mais clairement la favorite sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, elle a sorti un match de grande équipe sans se mettre en difficulté. Le Cameroun n'a pas existé, le Cameroun n'y a pas cru, le Maroc l'a pas laissé croire que c'était possible. Il a marqué quand il fallait sur les deux buts, arrive à des moments clés du match, la demi-heure de jeu, le dernier quart d'heure pour clore le suspense. J'ai trouvé qu'il y avait de l'intensité, techniquement c'était propre, c'était solide et je pense que c'est le match qu'il fallait au Maroc sur ce quart de finale. Après, à la limite, quitte à avoir été moins bon, valait mieux que ce soit au début et monter en puissance dans une compétition, c'est toujours une On va bonne être le nouvelle. meilleur à la fin. Voilà, et donc c'est pour ça que je vois maintenant le Maroc aller au bout avec cette assurance que c'est pour eux la CAN. Eh ben, on l'espère, Alexandre. Écoute, Vraiment, Inch'Allah. on l'espère. Inch'Allah, comme vous l'avez bien dit. Merci en tout cas, Alexandre Jacquin, d'avoir été présent sur ce plateau pour répondre à nos questions. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci, Saïd Hamda. Merci également à vous d'être venu. On vous Merci. connaît déjà et on Merci va beaucoup revoir. pour l'invitation, avec grand plaisir. J'ai Eh ben, l'habitude maintenant avec vous. Je me sens comme à la maison. Marhaba bik. C'est le but. Marhaba bik. Ben, merci à nos téléspectateurs de nous suivre tous les jours à partir de 13h30 pour Cannes+. Cette émission dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations avec toujours du foot et du foot.